Beaucoup ne comprennent pas comment les opérations militaires doivent être menées. En réalité, dès les premiers coups, si la Russie avait vraiment pour objectif de conquérir l'Ukraine avec le moins de pertes possible pour elle-même et pour la population ukrainienne et avec le plus grand résultat, elle aurait dû agir tout à fait différemment de ce qu'elle a fait. Elle aurait dû, dès le début, détruire le système de propagande ukrainien et les communications ukrainiennes. Autrement dit, les premiers missiles n'auraient en aucun cas dû viser des aérodromes ou des unités militaires. Ils auraient dû viser les centres de télévision, les stations de radio, les rédactions de journaux, les fournisseurs de téléphonie mobile, les centraux téléphoniques et en général tout ce qui a un rapport avec le système, les fermes à trolls, absolument. Et dès les premiers coups, le système de propagande ukrainien et le système de communication auraient dû être détruits. La deuxième vague de frappe aurait dû viser les commissaires militaires pour empêcher toute mobilisation. Parce que laisser intact le système de propagande et le système de mobilisation est un chemin sûr vers le carnage. Autrement dit, dès le premier jour de l'invasion, la partie russe a tout fait pour que ce ne soit en aucun cas un blitzkrieg, mais une boucherie sanglante et prolongée. Et cela était visible dès le premier jour de l'invasion. Ensuite, comme vous le savez, dans toute guerre, qu'elle soit déclarée ou non, il est d'usage de détruire en premier lieu le commandement politico-militaire. Autrement dit, il ne suffit pas de détruire les communications et le système de propagande. Il faut aussi éliminer le commandement supérieur pour désorganiser l'ennemi. Autrement dit, dès les premiers coups, le commandement militaire et politique de l'Ukraine aurait dû être détruit. D'autant plus que la partie russe disposait d'un stock suffisant de missiles. Cela n'a pas été fait. Cela n'a été fait ni à l'égard du commandement militaire, ni à l'égard du commandement politique. Comme vous vous en souvenez, Zelensky se sentait tellement impuni qu'il se déplaçait tout à fait calmement à portée de l'artillerie russe. Il est venu à Kherson et s'y promenait tout à fait calmement. Et qui l'empêchait de le couvrir, par exemple, avec une salve de Grads ou de Smerch? Personne ne l'empêchait. Mais cela n'a pas été fait car le programme n'inclut pas la destruction de Zelensky et en général la désorganisation du commandement ukrainien. Ce combat n'est pas pour les plébéiens, mais pas pour... C'est-à-dire que cela ne concerne pas les maîtres eux-mêmes et leurs protégés des deux côtés. Ensuite, regardons comment se passent les choses avec l'approvisionnement en carburant et lubrifiant. Avant la guerre, tous ceux qui avaient une idée de la situation générale du conflit potentiel entre la Russie et l'Ukraine savaient parfaitement que l'Ukraine dépendait entièrement de la Fédération de Russie pour ses approvisionnements en carburant. Autrement dit, sans la Fédération de Russie, l'Ukraine ne peut pas s'approvisionner en carburant et lubrifiant, parce que le nombre limité de passages ferroviaires entre l'Ukraine et l'Occident à travers les frontières occidentales est insuffisant pour approvisionner l'Ukraine en carburant. Tout d'abord, je rappelle qu'à chaque passage frontalier, il faut changer les essieux, car la largeur des voies ferrées en Ukraine, comme en Russie, est plus large qu'à l'ouest. En conséquence, chaque train, qu'il soit de passagers, de marchandises ou sous forme de citerne, doit changer ses essieux. Autrement dit, la capacité de passage des chemins de fer ukrainiens pour les trains venant de l'ouest est extrêmement limitée. De cette manière, il n'était pas possible d'approvisionner l'Ukraine en carburant. En conséquence, l'Ukraine s'approvisionne en carburant nécessaire de deux manières. La première manière est par le pipeline, par lequel le gaz et le pétrole russes sont prétendument renvoyés, mais en réalité, c'est pour approvisionner l'armée ukrainienne. Et la deuxième, puisque cela peut aussi ne pas suffire, c'est par le port d'Odessa, c'est-à-dire du côté de la Roumanie et de la Bulgarie. Eh bien, peut-être aussi d'autres pays, car personne ne sait vraiment ce qui est importé par le port d'Odessa. Qu'a fait la partie russe à cet égard? Au lieu d'arrêter le transit de gaz par le pétrole et le gazoduc à travers l'Ukraine, elle l'a poursuivi comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas d'action militaire. Ensuite, le débarquement à Odessa, qui était prévu, pour lequel on a rassemblé dans la flotte de la mer Noire tous les grands navires de débarquement de toutes les autres flottes, comme vous vous en souvenez. Le débarquement à Odessa a été annulé afin d'éliminer même la plus petite menace de capture d'Odessa et même, volontairement sans un seul coup de feu, une tête de pont importante sur la rive droite du Dniepr a été remise à l'Ukraine, à partir de laquelle on aurait pu théoriquement lancer une offensive sur Nikolaïev, Odessa et plus loin, en Transnistrie. Elle n'a pas été cédée sans aucune nécessité militaire, sans un seul coup de feu. Pourquoi? Simplement pour indiquer que nous ne toucherons pas à Odessa. Et ensuite, si vous vous souvenez, Odessa qui a été bloqué au début de l'invasion, c'est-à-dire que sa flotte de la mer Noire l'a bloquée, elle a été débloquée sous le prétexte de l'accord dit céréalier, et cela a été fait encore une fois pour que l'armée ukrainienne ait suffisamment de carburant, et rien d'autre. Ensuite, souvenons-nous de la raffinerie de Kremenchug, qui est nécessaire à l'Ukraine pour transformer directement en carburant le pétrole qui arrive par le pipeline.
Cette raffinerie de Kremenchug aurait pu être bombardée, mais elle reste intacte. Pourquoi? Parce qu'elle est nécessaire. Sans elle, le carnage s'arrêterait immédiatement. Dès que le transit de gaz et de pétrole par les pipelines ukrainiens cessera, que les ports d'Odessa seront fermés, que la raffinerie de Kremenchug sera bombardée, par exemple, tout le carnage prendra fin en 3 jours, car l'armée ukrainienne n'aura tout simplement plus de quoi rouler, et elle n'aura plus de quoi ravitailler ses véhicules blindés, ses camions et autres jeeps. Mais la partie russe fait délibérément tout pour que l'approvisionnement en carburant de l'armée ukrainienne continue, continue et continue. C'est-à-dire que si vous regardez de plus près cette soi-disant guerre, vous verrez que la partie russe a délibérément laissé intact le système de propagande et de communication ukrainien. Elle a délibérément laissé intacte la haute direction politique et militaire de l'Ukraine, bien qu'elle ait eu toutes les chances de les détruire. Elle a laissé intacts les ponts sur le Dniepr. Et le Dniepr divise toute l'Ukraine. Et en détruisant les ponts, comme vous le comprenez, la guerre se serait également terminée très rapidement. Elle a laissé intacts les ponts, elle a laissé intacte la raffinerie de Kremenchug, elle a tout fait pour que l'Ukraine surmonte la pénurie de munitions, car elle a rendu à nouveau tous les entrepôts de Balakleïa. Car au début de l'invasion, souvenez-vous, la partie russe a capturé Balakleïa avec tous les entrepôts, puis elle a décidé de les rendre à l'Ukraine, car le pistolet n'était plus en Ukraine, il fallait surmonter cela. De la même manière, elle a aidé l'Ukraine à surmonter le retrait en ce qui concerne les matériaux combustibles et lubrifiants. Et si nous analysons tout cela, nous verrons que ce n'est pas une guerre. C'est simplement une élimination contractuelle ordinaire de la population des deux côtés. Si vous écoutez les mots qui sont prononcés par la propagande russe, vous verrez qu'ils utilisent très calmement des termes tels que broyage de la force vive. Broyage, c'est-à-dire qu'ils traitent les gens comme de la viande qu'ils broient dans un hachoir. La partie russe n'a mené aucune opération, disons, pour percer une zone fortifiée avec un encerclement ultérieur, une sortie comme il se doit, vers des espaces opérationnels, un encerclement de certaines familles ukrainiennes. Non, elle mène exclusivement des opérations de portée locale, car la ville de Bakhmout, je le rappelle, n'est qu'un simple centre de district, pas le plus grand, des assauts frontaux tout à fait ordinaires, dans lesquels la force vive est simplement éliminée, tant de son côté que de celui de l'ennemi. Et la partie ukrainienne fait exactement la même chose. C'est simplement l'élimination ordinaire de la population slave, au sens large russe, sous les applaudissements de tout le monde occidental, qui déteste autant les Russes que les Ukrainiens. Et tous ces signes de la manière dont ce massacre est mené, du point de vue de la tactique, de l'art opératif et de la stratégie, le montrent de la meilleure façon. C'est-à-dire qu'à l'état-major général, il n'y a pas de véritable stratège, mais simplement des bouchers suprêmes qui décident de la meilleure façon d'éliminer le plus de gens possible dans ce carnage insensé. Et même s'ils capturent quelque chose par hasard, comme ils ont capturé par exemple la ville de Kherson avec une tête de pont sur la rive droite du Dniepr, une décision difficile sera prise de la rendre sans combat aux adversaires. Je voudrais simplement illustrer que s'il y a des malentendus, qu'ils n'existent pas. Ce n'est pas une guerre, et en aucun sens, car elle n'a aucun signe, elle n'a aucun objectif. Il n'y a pas de mission de capture de l'Ukraine, ni d'annexion de l'Ukraine, ni de défaite de l'armée ukrainienne. Parce que si on voulait défaire l'armée ukrainienne, on aurait au moins cessé de l'approvisionner en carburant et lubrifiant. C'est donc simplement un massacre ordinaire, totalement insensé d'un point de vue militaire, que seuls ceux que j'appelle des bornés politiques ne peuvent pas voir. C'est-à-dire que seuls ceux qui ne veulent pas le voir ne le voient pas.